Je suis rentrée à la maison pour Noël avec ma fille de 7 ans et ma mère a oublié de lui offrir un seul cadeau, tandis que les enfants de ma sœur ont reçu 42 cadeaux chacun, empilés sous le sapin. Ma fille a demandé, « Mamie, pourquoi je n'ai rien ?» Elle a ri, « Peut-être que le Père Noël n'a pas pensé que tu méritais de cadeaux. » Papa a ajouté, « Certains petits-enfants sont juste meilleurs que d'autres. » Ma sœur a souri d'un air suffisant, « Mes enfants méritent d'être gâtés. » Quand ma fille a commencé à pleurer, maman l'a giflée. Quelle pleurnicheuse! Papa l'a poussée du canapé. Assieds-toi par terre, à ta place. Ma sœur a ramassé tous les emballages et a commencé à les enrouler autour d'elle, la serrant presque jusqu'à l'étrangler pendant que tout le monde riait. Je me suis précipitée vers elle, j'ai remonté la fermeture éclair de sa veste et je suis partie silencieusement sans un mot. Le lendemain, je suis revenue avec quelqu'un d'autre, et quand ils ont ouvert la porte, ils sont devenus pâles. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 3 heures, à travers des routes hivernales qui scintillaient de neige fraîche. Ma fille Maya était assise sur la banquette arrière, le visage pressé contre la fenêtre, observant le paysage se transformer en la campagne familière de mon enfance. Elle serrait l'ornement fait main qu'elle avait créé en cours d'art, impatiente de l'accrocher au sapin de mamie. Son enthousiasme remplissait la voiture de discussion sur les biscuits, les cadeaux et l'idée de voir ses cousins. J'aurais dû savoir. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des années, devenant plus évidents à chaque fête. Ma sœur Véronica avait toujours été la préférée, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Son mariage avec un banquier d'affaires prospère n'avait fait qu'accroître son statut. Ses jumeaux, Mason et Tyler, étaient traités comme des rois chaque fois qu'ils entraient dans la maison. Pendant ce temps, ma maternité célibataire semblait embarrasser la famille, quelque chose qu'ils toléraient plutôt que célébraient. La maison était parfaite lorsque nous sommes arrivés, avec des lumières accrochées au toit et une couronne sur la porte qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel d'épicerie. Maya a bondi de la voiture, ses bottes d'hiver crissant sur l'allée alors qu'elle courait vers l'entrée. J'ai attrapé nos sacs de voyage et j'ai suivi, refoulant le malaise qui s'était installé dans mon estomac depuis notre départ. Véronica a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était vêtue d'un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon loyer, ses cheveux coiffés en vagues parfaites. Les jumeaux l'ont dépassée en courant, déjà excités par le sucre et l'excitation. Ils ont à peine jeté un coup d'œil à Maya avant de retourner vers le salon où j'entendais le froissement du papier cadeau. « Vous êtes arrivés » a dit Véronica, son ton suggérant qu'elle avait espéré le contraire. Maman est dans la cuisine. Papa regarde le match. Maya m'a serré la main en entrant. La maison sentait la cannelle et le pain, des parfums festifs qui auraient dû être accueillants, mais qui serraient ma poitrine. Notre mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a embrassé les garçons de Véronica avec enthousiasme, leur ébouriffant les cheveux et commentant à quel point ils avaient grandi. Quand Maya s'est avancée, pleine d'espoir, maman lui a donné une brève tape sur la tête avant de se retourner vers les jumeaux. « Va mettre tes affaires dans la chambre d'amis » m'a dit maman sans me regarder. Le dîner est à 18h. La chambre d'amis était au bout du couloir, la plus petite de la maison. Véronica et sa famille avaient toujours la suite parentale avec salle de bain attenante. J'avais cessé de me plaindre des arrangements il y a des années. Maya ne semblait pas remarquer le dédain, trop excitée par le matin de Noël pour se soucier des conditions de sommeil. Le dîner fut inconfortable, mais gérable. Papa me parlait à peine, dirigeant la plupart de sa conversation vers le mari de Véronica, Kenneth. Il discutait de portefeuilles boursiers et d'investissements immobiliers pendant que maman s'émerveillait des histoires sur les réussites scolaires des jumeaux dans leur école privée. Maya a essayé plusieurs fois de parler de son école, mais chaque tentative a été ignorée ou interrompue par quelqu'un d'autre. Maya a eu d'excellentes notes ce semestre, ai-je dit pendant une accalmie dans la conversation, essayant d'inclure ma fille dans la discussion. C'est bien, a répondu maman d'un ton dédaigneux avant de se tourner vers Véronica. Tu leur as parlé du projet de science de Mason ? La conversation a immédiatement changé de sujet, laissant la réussite de Maya en suspens, comme si elle n'avait aucune importance. Je lui ai serré la main sous la table, essayant de lui communiquer que je voyais sa valeur, même s'il refusait de la voir.
Elle m'a donné un petit sourire, mais je pouvais voir la douleur commencer à se former dans ses yeux. Après le dîner, papa a annoncé qu'il était temps de déposer des biscuits pour le Père Noël. Les jumeaux ont éclaté de joie, se précipitant pour aider grand-mère à préparer une somptueuse table de friandises faites maison sur la belle vaisselle. Maya a commencé à suivre, mais Véronica s'est physiquement interposée devant elle. « Ce sont des biscuits spéciaux que les garçons ont aidé à faire », a-t-elle dit avec une fausse douceur. « Tu peux peut-être regarder. » Les épaules de Maya se sont affaissées alors qu'elle était reléguée au statut d'observatrice dans ce qui aurait dû être une tradition familiale. J'ai commencé à objecter, mais papa m'a lancé un regard qui m'a clairement fait comprendre que je devais me taire. Le message était clair, ne pas faire de vagues. Ne pas causer de problèmes. Accepter sa place dans la hiérarchie familiale. Le salon était dominé par un énorme sapin de Noël qui touchait le plafond, décoré d'ornements coûteux qui coûtaient probablement plus que tout ce que j'avais dans mon appartement. En dessous s'étendaient des montagnes de cadeaux emballés avec du papier et des rubans assortis. Les yeux de Maya se sont écarquillés à cette vue, sa déception précédente oubliée face à une telle abondance. « Puis-je mettre mon ornement sur le sapin ?» a-t-elle demandé avec espoir, brandissant sa création faite main. « Nous n'avons pas vraiment de place », a dit maman rapidement, désignant les branches déjà bondées. « Peut-être l'année prochaine. » Les garçons de Véronica accrochaient des ornements sans demander la permission, y compris ceux qui semblaient faits à la hâte à l'école. Le double standard était si flagrant que ma tension artérielle a grimpé. Le visage de Maya s'est effondré, mais elle a soigneusement rangé son ornement dans sa poche sans se plaindre. On nous a envoyés au lit tôt, en nous disant que le Père Noël avait besoin que tout le monde dorme avant de pouvoir venir. Maya a mis son pyjama et s'est glissée dans le lit d'amis, gardant son excitation malgré la liste croissante de petites cruautés. Je lui ai lu une histoire, lui ai embrassé le front et j'ai essayé de repousser la crainte grandissante de ce que le matin de Noël apporterait. Le sommeil vint par intermittence. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais des scénarios sur la façon dont le lendemain pourrait se dérouler. Je me disais que j'étais paranoïaque, que sûrement même mes parents ne seraient pas assez cruels pour exclure une enfant de 7 ans le matin de Noël. La famille avait des limites, n'est-ce pas? Il y avait des lignes que les gens ne franchissaient pas, surtout avec des enfants innocents. Maya m'a réveillée avant l'aube, son visage rayonnant d'anticipation. Nous nous sommes habillés rapidement et elle m'a pratiquement traîné dans le couloir vers le salon. J'entendais déjà les voix des jumeaux, aiguës d'excitation. Quand nous avons tourné le coin, la scène devant nous m'a retourné l'estomac. La montagne de cadeaux avait été triée en piles distinctes. 2 énormes collections étaient assises de chaque côté du sapin, chacune contenant exactement 42 boîtes, sacs et paquets emballés, disposés en tours soignés. Les jumeaux déchiraient déjà leur butin, entourés d'une tempête de papier cadeau et de rubans. Maman et papa étaient assis sur le canapé avec leur café, regardant avec des sourires fiers. Véronica était perchée sur le fauteuil, filmant tout avec son téléphone. Maya s'est arrêtée net, cherchant sa pile dans la pièce. Je faisais la même chose, cherchant tout paquet qui aurait pu être mis de côté pour elle. La zone du sol où une 3e collection aurait dû se trouver restait ostensiblement vide. Pas de cadeaux, pas de chaussettes, rien ne portant le nom de ma fille. « Où sont mes cadeaux ?» a demandé Maya, sa voix petite et confuse. « Quels cadeaux, ma chérie ?» a dit maman sans quitter les jumeaux des yeux. « Ceux du Père Noël », a expliqué Maya, essayant toujours de comprendre. « Et de toi et grand-père. » Oh. Maman s'est enfin tournée vers elle, l'expression vide. Nous avons dû oublier. Le caractère désinvolte de la remarque m'a frappé comme un coup physique. Pas d'excuses, pas même un soupçon de remords, juste une simple déclaration qu'ils avaient oublié d'acheter quoi que ce soit pour leur petite fille. Maya m'a regardé, puis a regardé les adultes, essayant de comprendre ce qui se passait. « Mais comment avez-vous pu oublier ?» La voix de Maya tremblait. « J'ai été sage toute l'année. La maîtresse a dit que j'étais l'élève la plus serviable. Peut-être que le Père Noël n'a pas pensé que tu méritais de cadeaux, a dit maman avec un rire qui m'a donné la chair de poule. Papa a ri depuis le canapé, posant sa tasse de café. Véronica n'a même pas essayé de cacher son sourire narquois,
continuant à filmer en ajoutant « Mes enfants méritent d'être gâtés. Ils ont mérité tout ce qu'ils reçoivent. » Mason et Tyler ont continué à déballer leurs cadeaux, complètement absorbés par leur propre butin. Ils avaient chacun reçu des consoles de jeux vidéo, plusieurs jeux, des appareils électroniques coûteux, des vêtements de marque et des jouets qui coûtaient plus que ce que je gagnais en une semaine. La pile continuait de grossir alors qu'ils déchiraient paquet après paquet, s'arrêtant à peine pour regarder chaque article avant de passer au suivant. Maya est restée figée, les larmes commençant à couler sur son visage. Elle ne faisait pas encore de bruit, juste des pleurs silencieux alors qu'elle regardait ses cousins profiter de ce qui aurait dû être une expérience partagée. L'injustice de tout cela semblait s'installer dans son jeune esprit, la réalisation qu'elle avait vraiment été exclue volontairement. « Mamie, pourquoi je n'ai rien ?» a-t-elle demandé à nouveau, la voix brisée. Maman s'est levée du canapé, le visage déformé par l'irritation. « Quelle pleurnicheuse !» a-t-elle ricané avant que sa main ne s'abatte sur la joue de Maya. La gifle a résonné dans la pièce. Maya a trébuché en arrière, sa main volant à son visage blessé alors qu'elle commençait à pleurer plus fort. Je m'avançai, chaque instinct protecteur hurlant, mais papa fut plus rapide. Il a poussé Maya violemment, la faisant tomber. Elle a atterri sur le sol près du mur, loin de la zone recouverte de moquettes où ses cousins jouaient. « Assieds-toi par terre, à ta place », a commandé papa. Sa voix était dure. « Tu es en train de gâcher Noël pour tout le monde. » Véronica a posé son téléphone et a ramassé des poignées de papier cadeau jetés. Elle s'est approchée de Maya à pas délibérés, et avant que je ne puisse les atteindre, elle enroulait le papier autour du cou de ma fille. Pas assez serré pour vraiment l'étrangler, mais assez pour l'effrayer, assez pour la faire halter et griffer le matériau froissé. Ils riaient tous. Le rire aigu de maman se mêlait au rire plus profond de papa et au ricanement méchant de Véronica. Les jumeaux ont brièvement levé les yeux de leur cadeau, ont semblé trouver la scène amusante et sont retournés à leur déballage. Personne n'a bougé pour aider. Personne n'a vu quoi que ce soit de mal à terroriser une enfant de 7 ans en pleurs. Quelque chose en moi est devenu glacial. Pas une colère chaude, mais le genre de rage gelée qui apporte une clarté absolue. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées, j'ai saisi le poignet de Véronica assez fort pour la faire pousser un cri, et j'ai arraché le papier cadeau du cou de Maya. Ma fille a halté pour respirer, pleurant toujours, ses joues encore rouges de la gifle. J'ai pris Maya dans mes bras, l'installant sur ma hanche bien qu'elle fût presque trop grande pour cela, et je me suis dirigé directement vers la chambre d'amis. Mes mains étaient stables alors que je faisais nos sacs de voyage, jetant les vêtements sans prendre la peine de les plier. Maya a enfoui son visage dans mon épaule, son corps tremblant de sanglots. « On rentre à la maison, ma chérie », ai-je murmuré contre ses cheveux. Tout de suite. Dans la salle de bain, j'ai attrapé nos articles de toilette. De retour dans la chambre, je me suis assuré que nous avions tout. Mes mouvements étaient mécaniques, efficaces, poussés par le besoin de faire sortir mon enfant de cette maison le plus rapidement possible. Maya n'a pas posé de questions, elle s'est juste accrochée à moi pendant que je rassemblais nos affaires. Je l'ai portée dans le couloir, le sac en bandoulière sur mon épaule libre. La famille était toujours dans le salon, les jumeaux jouant maintenant avec leurs nouveaux jouets, tandis que les adultes buvaient du café et bavardaient comme si rien ne s'était passé. Je suis passée sans parler, suis allée directement à la porte d'entrée et j'ai attrapé nos manteaux sur le porte-manteau. « Où crois-tu aller ?» a appelé maman, semblant plus agacée qu'inquiète. Je n'ai pas répondu. J'ai posé Maya juste assez longtemps pour l'aider à mettre son manteau, le lui remontant jusqu'au menton avec des doigts qui refusaient de trembler. Puis j'ai mis ma propre veste, ramassé les sacs, pris la main de ma fille et suis sortie dans le froid matin de décembre. Le trajet de retour a duré 4 heures parce que j'ai dû m'arrêter 2 fois quand les tremblements ont finalement commencé. Maya s'était endormie en pleurant sur la banquette arrière, épuisée par l'émotion. Chaque fois que je m'arrêtais, je restais assise les mains sur le volant et je respirais jusqu'à ce que je puisse conduire en toute sécurité. La rage n'avait pas diminué, elle s'était seulement transformée en quelque chose de plus ciblé et déterminé. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, je savais exactement ce que je devais faire. Maya s'est réveillée alors que je me garais, son visage gonflé par les pleurs.
Nous sommes entrés et j'ai fait du chocolat chaud pendant qu'elle mettait des vêtements confortables. Elle ne voulait pas parler de ce qui s'était passé, alors nous avons plutôt mis son film préféré et nous sommes assis ensemble sur le canapé. Pendant qu'elle regardait l'écran, j'ai passé des appels téléphoniques. Le premier était à ma tante Rebecca, la sœur aînée de mon père. Elle avait été éloignée de la famille pendant des années après sa propre brouille avec mes parents. Nous avions maintenu le contact secrètement, nous rencontrant pour le déjeuner de temps en temps quand je pouvais l'organiser. Elle a répondu au deuxième appel. J'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé, ai-je dit sans préambule. J'ai raconté toute la matinée de Noël en détail, ma voix calme et clinique. Rebecca a écouté sans interrompre, bien que je l'entendais respirer plus fort alors que je décrivais la gifle, la poussée, l'incident du papier cadeau. Quand j'ai eu fini, le silence s'est étiré entre nous. Je vais passer des coups de fil, a finalement dit Rebecca, sa voix tendue de fureur. Ne fais rien encore. Donne-moi jusqu'à demain. Le deuxième appel a été passé au service de protection de l'enfance. J'ai déposé un rapport officiel pour maltraitance d'enfants, fournissant les dates, les heures et des descriptions détaillées de ce qui s'était passé. L'assistante sociale a pris des notes exhaustives, a posé des questions de clarification et m'a assuré que le rapport ferait l'objet d'une enquête. Je leur ai également donné les coordonnées de Rebecca, sachant qu'elle corroborerait tout à partir de ses propres expériences avec le comportement de mes parents. Mon troisième appel est allé à un avocat spécialisé en droit de la famille dont Rebecca m'avait donné le nom il y a des années, juste au cas où. J'ai laissé un message vocal détaillé demandant une consultation concernant la documentation et la protection juridique. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais que tout soit correctement enregistré et traité par les voies appropriées. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai tout tapé. Chaque détail de la matinée de Noël, chaque mot cruel, chaque acte de violence. J'ai imprimé plusieurs copies, enregistré le document à 3 endroits différents et les envoyé par email à Rebecca et à l'avocat. Des preuves, des documents, une trace écrite qui ne pouvait être contestée ou rejetée. Le sommeil m'a complètement fui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Maya quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas de cadeau pour elle. La confusion dans son expression, la douleur qui a suivi, les larmes qui sont venues quand elle a compris que l'exclusion était intentionnelle. Pire encore étaient les moments qui ont suivi. La gifle qui a résonné dans la pièce. La poussée qui a envoyé son petit corps tomber. Les mains de Véronica enroulant du papier autour de sa gorge pendant que tout le monde riait. Je me suis levée vers 3 heures du matin et j'ai fait du thé que je n'ai pas bu. L'appartement était silencieux à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et des bruits occasionnels des voisins au-dessus de nous. Notre sapin de Noël se tenait dans le coin, modeste comparé à la somptueuse décoration de mes parents, mais décoré avec amour. Les ornements faits main de Maya pendaient aux côtés de ceux que nous avions collectés au fil des ans dans des magasins à $1 et des foires artisanales. Sous notre sapin se trouvaient les cadeaux pour lesquels j'avais soigneusement budgétisé pendant des mois. Rien d'extravagant, mais chaque cadeau choisi avec l'idée de ce qui rendrait Maya heureuse. Un ensemble de fournitures d'art parce qu'elle aimait dessiner. Des livres de sa série préférée. Un jeu de société que nous pourrions jouer ensemble. Le contraste entre ce que je pouvais fournir et la montagne d'articles coûteux que les jumeaux avaient reçus était frappant. Mais je ne m'étais jamais sentie inadéquate à ce sujet avant hier. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rebecca. Elle était réveillée, apparemment. Je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit. Je passe des appels dès le matin. Nous allons gérer ça correctement. J'ai tapé un merci. Reconnaissante de son soutien. Rebecca avait sa propre histoire avec mes parents, ses propres histoires d'être mise de côté et dévalorisée. Elle avait finalement coupé tout contact, se construisant une vie séparée de la toxicité familiale. J'avais toujours admiré sa force, mais je n'avais jamais pensé que j'aurais besoin de suivre le même chemin. L'avocat a rappelé tôt le lendemain matin, avant 7 heures. Il s'appelait James Rothman, et Rebecca m'avait assuré qu'il était excellent dans les affaires de droit de la famille impliquant le bien-être des enfants. Sa voix était professionnelle, mais chaleureuse alors qu'il me demandait de tout lui raconter à nouveau.
J'enregistre cette conversation avec votre permission, a-t-il dit. Ces détails doivent être conservés exactement tels que vous vous en souvenez, tant que tout est frais. J'ai de nouveau raconté toute la matinée de Noël, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en dessous. Il a posé des questions spécifiques sur le timing, sur qui a fait quoi dans quel ordre, sur si quelqu'un avait essayé d'arrêter ce qui se passait. La réponse à cette dernière question était la plus accablante, personne n'est intervenu. Personne n'a objecté. Personne n'a vu quoi que ce soit de mal à terroriser une enfant de 7 ans. La preuve physique est cruciale, a expliqué Rothman. La marque sur sa joue, les égratignures sur son cou. Les avez-vous photographiés? J'ai admis que non. Trop concentré à réconforter Maya et à nous ramener à la maison en toute sécurité. Il m'a demandé de le faire immédiatement avec des horodatage sous plusieurs angles. Il a également conseillé d'emmener Maya chez son pédiatre pour documenter les blessures, expliquant que les dossiers médicaux renforceraient toute procédure judiciaire. Ce que vous décrivez n'est pas seulement un mauvais jugement ou un conflit familial, a poursuivi Rothman. Il s'agit d'agressions et de voies de fait sur mineurs, vues par plusieurs adultes qui n'ont pas réussi à la protéger. L'incident du papier cadeau pourrait potentiellement être qualifié de tentative d'étranglement, bien que cela puisse être difficile à prouver compte tenu de la courte durée. La terminologie juridique rendait tout plus réel et d'une certaine manière plus horrible. Il ne s'agissait pas seulement de parents méchants se montrant cruels lors d'une fête de fin d'année. Il s'agissait de crimes documentés et témoins commis contre mon enfant. Le lendemain matin est arrivé avec une faible lumière hivernale filtrant à travers les fenêtres de notre appartement. Maya était toujours abattue, plus silencieuse que d'habitude alors qu'elle picorait son petit déjeuner. J'ai appelé pour prendre quelques jours de congé, invoquant une urgence familiale. Mon patron avait été compréhensif, me disant de prendre le temps dont j'avais besoin. Vers 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. Le numéro de Rebecca s'affichait à l'écran. Je suis devant la maison de tes parents avec le détective Maria Santos, a-t-elle dit. Nous aimerions que tu viennes. Amen Maya. Est-ce sûr, ai-je demandé, baissant la voix pour que Maya n'entende pas. Très, m'a assuré Rebecca. Le détective veut mener des entretiens tant que tout est frais. Elle a déjà parlé avec le service de protection de l'enfance. Fais-moi confiance. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Nous nous sommes habillés avec des vêtements propres et j'ai essayé de préparer Maya à ce qui allait se passer sans l'effrayer davantage. Elle semblait comprendre que nous allions parler à quelqu'un qui pouvait aider, quelqu'un qui écouterait. Le trajet de retour vers la maison de mes parents était surréaliste après avoir fui 24 heures plus tôt. La voiture de Rebecca était garée dans l'allée à côté d'un véhicule de police banalisé. Ma tante se tenait près de la porte d'entrée et à côté d'elle attendait une femme en vêtements professionnels avec un badge accroché à sa ceinture. Maya m'a serré la main en approchant. Rebecca s'est agenouillée à sa hauteur, se présentant correctement car elle ne s'était rencontrée qu'une poignée de fois au fil des ans. Le détective Santos a fait de même, son attitude douce et rassurante alors qu'elle expliquait qu'elle était là pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité. « Es-tu prête ?» m'a demandé Rebecca, ses yeux féroces. J'ai hoché la tête et elle a sonné à la porte. Des pas se sont approchés de l'intérieur et la porte s'est ouverte. Papa se tenait là dans sa robe de chambre, ne s'attendant clairement pas à des visiteurs. Quand il a vu Rebecca, son expression est passée de la confusion au choc. Puis il a remarqué le détective et toutes les couleurs ont quitté son visage. « Rebecca » a-t-il dit faiblement. « Que fais-tu ici ?» Une visite familiale, a-t-elle répondu froidement. Voici le détective Santos. Elle aimerait vous poser quelques questions sur hier. Maman est apparue derrière papa, toujours en pyjama. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu le badge, puis se sont posés sur moi et Maya. La compréhension a traversé ses traits, suivie rapidement par la colère. Vous avez appelé la police contre nous, a-t-elle sifflé. Contre vos propres parents ? J'ai déposé un rapport pour maltraitance d'enfants, ai-je corrigé calmement, parce que c'est ce qui s'est passé. Véronica est sortie du couloir, Kenneth la suivant, l'air confus. Les jumeaux étaient introuvables, probablement encore à l'étage en train de jouer avec leur montagne de cadeaux.
Le visage de ma sœur est passé de somnolent à furieux en quelques secondes. C'est ridicule, a-t-elle craché. Tu es trop dramatique pour une petite discipline. Une gifle au visage, une poussée au sol et du papier cadeau autour du cou d'une enfant jusqu'à ce qu'elle ait du mal à respirer, ce n'est pas de la discipline, a déclaré le détective Santos d'un ton neutre. Son carnet était déjà sorti. C'est une agression et des voies de fait sur mineur. Les mots ont flotté dans l'air froid du matin. Papa a essayé de fermer la porte, mais Rebecca s'était placée dans l'encadrement. Derrière le détective, j'ai remarqué une autre voiture de police qui s'arrêtait au bord du trottoir. En renfort, apparemment. Je n'ai pas à vous parler, a fanfaronné papa. C'est du harcèlement. Vous avez absolument raison, a convenu Santos. Vous n'avez pas à me parler. Cependant, j'ai plusieurs rapports de maltraitance d'enfants qui ont eu lieu dans ces lieux hier matin. Le service de protection de l'enfance mènera sa propre enquête, indépendamment de votre coopération. Je suis simplement ici pour vous donner l'occasion de fournir votre version des faits. Les instincts d'avocate de maman semblèrent prendre le dessus malgré son choc. Nous voulons un avocat présent. C'est votre droit, a acquiescé Santos. Cependant, je devrais parler à toutes les personnes présentes hier. Cela inclut votre fille Véronica et son mari, les enfants également, séparément et sous surveillance appropriée. Le visage de Kenneth pâlit. Attendez, quoi? Nous n'avons rien fait. Votre femme a participé à l'agression d'une mineure, a clarifié Santos. Vous étiez présent et n'avez pas intervenu. Cela fait de vous un témoin au minimum, potentiellement un complice. Les implications commençaient à se faire sentir. Véronica a saisi le bras de Kenneth, sa bravade précédente s'évaporant. Papa semblait sur le point de vomir. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle serrait sa robe de chambre. Ma nièce a des documents sur l'incident, a ajouté Rebecca, y compris l'heure exacte, le lieu et des descriptions détaillées de chaque acte de violence. Le service de protection de l'enfance est déjà en train de constituer un dossier. La question n'est pas de savoir si cela s'est passé, mais comment vous allez réagir maintenant que les autorités sont impliquées. Maya se serrait contre ma jambe, observant les adultes avec de grands yeux. Je gardais une main sur son épaule, nous ancrant toutes les deux. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens mesquin du terme. Il s'agissait de conséquences, de s'assurer que ce qui était arrivé à ma fille était pris au sérieux et traité correctement. Un autre véhicule s'est arrêté, celui-ci marqué du logo du service de protection de l'enfance. Une assistante sociale en est sortie avec une tablette et une mallette, s'approchant de notre groupe à l'entrée. Les voisins commençaient à remarquer l'agitation, les rideaux frémissant dans les fenêtres proches. Monsieur et Madame Patterson, a dit l'assistante sociale à mes parents. Je suis Sarah Chen du service de protection de l'enfance. Nous devons mener des entretiens avec toutes les personnes présentes à cette résidence le 25 décembre. Nous devrons également parler aux enfants mineurs qui résident ici. Mes fils vivent avec nous, a protesté Véronica. Vous ne pouvez pas simplement leur parler. En fait, nous le pouvons et nous le ferons, a répondu Chen calmement. Procédure standard dans les enquêtes pour abus. Les entretiens seront adaptés à l'âge et menés avec soin. Les heures suivantes se sont déroulées comme un cauchemar bureaucratique pour ma famille. Des agents ont recueilli les dépositions de toutes les personnes présentes. Le détective Santos m'a interrogé séparément, ainsi que Maya, enregistrant nos récits en détail. L'assistante sociale du service de protection de l'enfance a parlé aux jumeaux qui, apparemment, ont confirmé que oui, grand-mère avait frappé leur cousine Maya. Grand-père l'avait poussée et maman avait fait quelque chose avec du papier qui avait fait pleurer Maya. Rebecca a fourni sa propre déclaration sur l'historique de favoritisme et de maltraitance émotionnelle de la famille, corroborant les schémas que j'avais décrits. L'avocat que j'avais appelé a renvoyé mon message et a parlé au détective, confirmant que j'avais déposé des plaintes par les voies appropriées plutôt que d'agir en justicière. Tout au long de cela, mes parents et Véronica ont essayé diverses approches. D'abord le déni, affirmant que Maya avait exagéré ou mal compris. Puis la minimisation, insistant que ce n'était pas aussi grave que décrit. Quand cela a échoué, ils ont tenté la justification, suggérant que Maya s'était mal comportée et avait besoin d'être corrigée.
Enfin, ils se sont posés en victimes, affirmant que je déchirais la famille pour rien. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves physiques soutenaient tout ce que nous avions dit. L'empreinte de main sur la joue de Maya était encore légèrement visible. Les égratignures sur son cou dues au fait qu'elle s'était griffée avec le papier cadeau avaient laissé des marques. Les déclarations innocentes des jumeaux correspondaient parfaitement à notre récit. Il n'y avait pas de marge de manœuvre, pas d'explication alternative plausible. Le détective Santos a été particulièrement minutieuse dans son interrogatoire. Elle avait vu suffisamment de situations familiales pour reconnaître les schémas de maltraitance par rapport aux incidents isolés. Le favoritisme, l'exclusion délibérée, l'escalade vers la violence physique quand Maya pleurait, la participation de plusieurs adultes, tout cela pointait vers un dysfonctionnement systémique plutôt qu'une défaillance momentanée de jugement. D'après mon expérience, m'a dit Santos lors d'une pause dans les entretiens, ce genre de cruauté coordonnée ne vient pas de nulle part. Votre fille n'était pas la première cible. Elle était juste celle que vous avez finalement pu protéger. Ces mots ont résonné avec des souvenirs que j'avais enfouis au fil des ans. Des moments où j'avais été le bouc émissaire, la déception, l'enfant qui ne mesurait jamais la hauteur. Des vacances où mes réalisations étaient rejetées tandis que celles de Véronica étaient célébrées. Des bulletins scolaires qui me valaient des leçons sur le fait de faire mieux tandis que des notes identiques valaient des éloges à ma sœur. Les schémas avaient été là toute mon enfance, tellement normalisés que j'avais cessé de les reconnaître comme des abus. Rebecca a confirmé cela dans sa propre déclaration aux autorités. Elle a décrit avoir été témoin d'un traitement similaire à mon égard en grandissant, des cas où j'avais été physiquement disciplinée pour des infractions commises par Véronica sans conséquence. Elle a raconté des réunions de famille où j'étais ouvertement moquée et rabaissée, mes sentiments rejetés comme de l'hypersensibilité lorsque j'objectais. Le favoritisme était flagrant, a déclaré Rebecca au détective Santos. Tout le monde dans la famille le voyait, mais la plupart des gens détournaient le regard. Il était plus facile d'ignorer que de confronter. Je regrette de ne pas être intervenue plus tôt, de ne pas avoir retiré ma nièce de cet environnement quand elle était jeune. L'enquête du service de protection de l'enfance s'est étendue à mesure que de nouvelles informations apparaissaient. L'assistante sociale Chen a interrogé les membres de la famille élargie, reconstituant un tableau complet de la dynamique familiale. Des cousins ont admis avoir été témoins de comportements préoccupants lors de réunions précédentes. La propre sœur de ma mère a confirmé à contre-cœur que oui, le favoritisme avait toujours été extrême et troublant. La coopération de Kenneth s'est avérée cruciale. Il a fourni ses propres observations des années d'événements familiaux, des cas qu'il avait précédemment rationalisés ou ignorés. Il a décrit des rassemblements de Noël où les écarts de cadeaux étaient évidents, des fêtes d'anniversaire où j'étais traitée comme une arrière-pensée, des photos de famille où j'étais littéralement positionnée sur les bords tandis que Véronica tenait le devant de la scène. Je me suis dit que c'était juste des bizarreries familiales, a admis Kenneth aux enquêteurs. Chaque famille a sa dynamique, n'est-ce pas? Mais en voyant ce qui est arrivé à cette petite fille, en voyant ma femme participer à la maltraitance d'un enfant, je ne pouvais plus le rationaliser. C'était de la maltraitance, pure et simple. Son témoignage a considérablement endommagé la position de Véronica. Son propre mari a confirmé la cruauté, reconnaissant qu'il aurait dû intervenir, déclarant qu'il ne pouvait plus faire confiance à son jugement en matière d'enfant. La procédure de divorce qui a suivi a été brutale, l'avocat de Kenneth utilisant l'incident de Noël comme preuve d'un comportement instable et potentiellement dangereux. Les jumeaux ont suivi leur propre thérapie pour gérer ce dont ils avaient été témoins. Leur thérapeute a rapporté qu'ils avaient été conditionnés à considérer le favoritisme comme normal, voire mérité. Ils croyaient que Maya était inférieure parce que grand-mère et grand-père le disaient. Déballer ces croyances toxiques a nécessité un travail thérapeutique important. Les séances se sont concentrées sur l'apprentissage de l'empathie et la reconnaissance de la maltraitance même lorsqu'elle ne vous cible pas directement. Mes parents ont engagé un avocat coûteux qui a tenté diverses manœuvres juridiques pour minimiser les conséquences. Il a fait valoir que la gifle était une discipline mineure, que la poussée était accidentelle, que le papier cadeau était un jeu mal compris. Chaque argument est tombé à plat face aux preuves documentées et aux multiples témoignages.
Leur avocat leur a finalement conseillé de se conformer pleinement aux exigences du service de protection de l'enfance et d'espérer des répercussions à long terme minimales. Les séances de thérapie ordonnées par le tribunal auraient été difficiles. Mes parents y ont assisté parce qu'ils y étaient obligés, non parce qu'ils croyaient avoir fait quelque chose de mal. Leur thérapeute a noté une résistance significative à accepter la responsabilité, des tentatives persistantes de me blâmer d'avoir réagi de manière excessive et un manque total de perspicacité quant à la façon dont leur comportement affectait les autres. Ils se voient comme des victimes d'une fille vindicative, a déclaré le rapport du thérapeute. Ils ont refusé de reconnaître le mal causé à leur petite fille. Le pronostic de changement significatif est faible sans une véritable acceptation de la faute. En fin d'après-midi, le service de protection de l'enfance avait rendu sa décision préliminaire. Bien que les jumeaux ne soient pas retirés de la garde de Véronica, l'agence ouvrait une enquête formelle. Mes parents étaient signalés dans le système, ce qui signifiait que toute plainte future serait prise extrêmement au sérieux. Véronica et Kenneth étaient tenus de suivre des cours de parentalité et une thérapie familiale. Plus important encore, une ordonnance de protection a été déposée, interdisant à mes parents d'avoir un contact non supervisé avec Maya. Toute visite future devrait être organisée par les voies appropriées et sous surveillance. Il leur était également interdit de me contacter directement, toutes les communications devant passer par Rebecca en tant qu'intermédiaire. Les conséquences juridiques et sociales ne faisaient que commencer. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille élargie. Rebecca s'est assurée que tout le monde entende toute l'histoire, pas la version édulcorée que mes parents essayaient de raconter. Cousins, tantes, oncles et amis de la famille ont tous appris exactement ce qui s'était passé le matin de Noël. L'opinion publique a tourné rapidement et brutalement. L'image que mes parents avaient soigneusement cultivée pendant des décennies s'est effondrée sous le poids d'une maltraitance d'enfants documentée. Les cercles sociaux qui les avaient autrefois admirés chuchotaient maintenant sur leur cruauté. Véronica s'est retrouvée non invitée à plusieurs groupes exclusifs une fois que la nouvelle de sa participation s'est répandue. Les implications financières sont apparues plus lentement. Les relations d'affaires de papa ont commencé à se dégrader, les partenaires remettant en question son caractère. Les postes de bénévole de maman dans diverses organisations caritatives ont été discrètement résiliés. La réputation de la famille, qu'il valorisait par-dessus tout, était en ruine. Kenneth a demandé le divorce 3 mois plus tard, citant l'incident comme catalyseur pour reconnaître des problèmes plus profonds dans son mariage. Il s'est battu et a obtenu la garde principale des jumeaux, Véronica étant reléguée à des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle termine la thérapie ordonnée par le tribunal. La bataille pour la garde a révélé des détails encore plus troublants sur la parentalité de Véronica. L'avocat de Kenneth a présenté des preuves de manipulation émotionnelle, d'affection conditionnelle basée sur les réalisations, et d'avoir appris aux jumeaux à se considérer comme supérieurs aux autres enfants. Des experts ont témoigné des dommages psychologiques de l'éducation des enfants dans un environnement qui valorisait le statut plutôt que l'empathie. Les jumeaux étaient préparés à perpétuer le même cycle de maltraitance, a expliqué un pédopsychologue dans des documents judiciaires. Ils apprenaient que certaines personnes méritent la gentillesse tandis que d'autres méritent la cruauté, entièrement basée sur des hiérarchies familiales arbitraires. L'intervention maintenant, alors qu'ils sont encore jeunes, offre la meilleure chance de briser ce schéma. Véronica a combattu l'arrangement de garde avec acharnement, engageant ses propres experts pour affirmer que Kenneth aliénait les enfants contre elle. Mais l'incident de Noël a fourni des preuves irréfutables d'un mauvais jugement et d'un comportement cruel. Le juge a fermement pris le parti de Kenneth, notant que le fait d'avoir été témoin et d'avoir ri de la maltraitance d'enfants démontrait une inaptitude à la garde principale. Les exigences de visites supervisées ont humilié Véronica, qui avait autrefois jugé d'autres familles pour des arrangements similaires. Tous les 2 week-ends, elle rencontrait les jumeaux dans un établissement avec un observateur nommé par le tribunal. Ces interactions étaient observées et documentées, tout comportement préoccupant étant signalé au juge. La femme qui avait souri narquoisement en enroulant du papier cadeau autour du cou d'un enfant voyait maintenant chaque geste parental scruté par des étrangers. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire de divers membres de la famille. Chaque message une variation du même thème: j'étais déraisonnable, je gardais rancune, je détruisais la famille pour un malentendu.
Chaque fois, Rebecca transmettait le message à mon avocat qui leur rappelait l'ordonnance de protection et documentait la tentative de contact. Un message particulièrement mémorable est venu de ma cousine Angela, que j'avais toujours considérée comme un territoire neutre dans les politiques familiales. Elle a appelé en pleurant, me suppliant de pardonner et d'oublier parce que les vacances approchaient et que tout le monde voulait que la famille soit réunie. Ce sont tes parents, a plaidé Angela. Ils ont fait une erreur, mais ils vieillissent. Veux-tu vraiment vivre avec des regrets quand ils seront partis? Ils n'ont pas fait d'erreur, ai-je répondu calmement. Ils ont délibérément exclu, moqué et agressé physiquement ma fille de 7 ans. Ce n'était pas un accident ou un mauvais jugement. C'était une cruauté calculée. Mais la famille est censée pardonner, a insisté Angela. C'est ce que fait la famille. La famille est aussi censée protéger les enfants, ai-je rétorqué. Ils ont échoué de manière spectaculaire à cette exigence fondamentale. Le pardon est une moquerie envers les gens qui ne montrent aucun remords et refusent de reconnaître leurs torts. Angela n'a plus jamais appelé. Apparemment, elle a décidé que maintenir la paix avec mes parents était plus important que de soutenir une victime de maltraitance infantile. Son choix était décevant mais pas surprenant. La plupart des gens préfèrent les mensonges confortables aux vérités inconfortables. La famille élargie s'est largement scindée en factions. Certains ont soutenu ma décision d'impliquer les autorités, partageant leurs propres histoires de comportements préoccupants dont ils avaient été témoins au fil des ans. D'autres m'ont considéré comme une traître qui avait exposé des affaires familiales privées à des étrangers. Les réunions de famille sont devenues des exercices de liste d'invitations stratégiques, garantissant que les parties adverses ne se croisent jamais. Le cercle social de ma mère s'est avéré particulièrement brutal dans son jugement. Des femmes qui avaient autrefois rivalisé pour son approbation lors de déjeuners de bienfaisance et de clubs de lecture ont soudainement trouvé des excuses pour l'exclure. Les invitations se sont taries. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Le statut social qu'elle avait cultivé si soigneusement s'est évaporé une fois que les gens ont appris ce qui s'était passé. Elle a giflé l'enfant, ai-je entendu par hasard des mois plus tard au supermarché, 2 femmes de l'ancien club de jardinage de maman bavardant près du rayon des fruits et légumes. Vous imaginez? Et le mari l'a poussée. Quel genre de grand-parent fait ça? J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas avec cette famille, a répondu l'autre. Trop parfaite, vous savez, comme s'ils jouaient un rôle au lieu de vivre réellement. Les murmures les ont suivis partout. Les amis golfeurs de papa sont devenus maladroits et distants. Les organisations bénévoles de maman ont trouvé des raisons de refuser ses services. La réputation immaculée qu'ils avaient valorisée par-dessus la décence humaine a complètement volé en éclats, les laissant isolés dans leur grande maison avec leurs biens coûteux et rien d'autre. Maya a commencé une thérapie pour gérer ce qui s'était passé. Sa conseillère était habile à aider les enfants à comprendre que les abus n'étaient pas de leur faute, qu'ils méritaient la sécurité et l'amour. Les progrès sont venus lentement mais sûrement. Elle a cessé de demander pourquoi grand-mère ne l'aimait pas, acceptant progressivement que la cruauté de certaines personnes n'avait rien à voir avec sa valeur. Le Noël suivant, nous avons célébré chez Rebecca. Elle avait invité d'autres membres de la famille éloignée, créant un rassemblement de personnes qui avaient toutes été blessées par le comportement de mes parents au fil des ans. Maya a reçu des cadeaux attentionnés, a participé à la décoration du sapin avec son ornement fait main, mis en valeur, et a vécu ce que devraient être les célébrations familiales. Des années se sont écoulées depuis ce terrible matin de Noël. Maya s'épanouit maintenant au collège, confiante et bien équilibrée malgré le traumatisme précoce. Elle sait que sa valeur n'est pas déterminée par des personnes qui refusent de la voir. L'ordonnance de protection reste en vigueur, et mes parents ont depuis longtemps cessé d'essayer de la contourner. J'entends parfois des nouvelles par le biais du réseau familial. Mes parents ont vieilli rapidement après avoir perdu leur réputation dorée. Véronica a maintenant un emploi régulier, son mariage à la richesse et au statut étant dissous. Les jumeaux maintiennent un contact minimal avec leur mère, restant principalement avec Kenneth et sa nouvelle femme. Parfois, on me demande si je regrette ce que j'ai fait, si je me sens coupable de la façon dont tout s'est déroulé. La réponse est simple, absolument pas. Protéger Maya a toujours été et sera toujours ma première priorité.
Ce qui s'est passé n'était pas moi qui déchirais la famille. Les fractures étaient toujours là, cachées derrière une fausse civilité et une hiérarchie toxique. Ce matin-là, quand je suis partie avec ma fille, j'ai choisi son bien-être plutôt que de maintenir des mensonges confortables. Quand je suis revenue le lendemain avec le détective Santos, j'ai choisi la responsabilité plutôt que de permettre les abus. Chaque choix que j'ai fait a protégé une enfant innocente de personnes qui la considéraient comme moins que rien, comme indigne, comme quelqu'un qui pouvait être blessé sans conséquence. La famille que j'ai perdue ne valait pas la peine d'être gardée. Les relations basées sur l'amour conditionnel et le favoritisme cruel n'étaient pas de vraies connexions. Quitter cette toxicité n'était pas une vengeance. C'était une survie, une protection, et un refus d'apprendre à ma fille qu'elle devait accepter les mauvais traitements de personnes qui prétendent l'aimer. Maya grandira en sachant que l'amour ne fait pas mal, que la famille ne devrait pas vous obliger à vous diminuer et que s'éloigner des abus est une force plutôt qu'une faiblesse. Elle comprendra que parfois, le bon choix ressemble à se tenir seul et que la vraie famille se trouve parmi les gens qui célèbrent plutôt que de tolérer votre existence. Les visages pâles à cette porte, le choc et la peur quand ils ont réalisé que les actions ont des conséquences, ces images m'apportent encore de la satisfaction. Non pas parce que j'appréciais leur douleur, mais parce que justice a été rendue. Les enfants méritent d'être protégés. Les adultes qui les blessent méritent de faire face à tout le poids des conséquences juridiques et sociales. Ce matin de Noël a appris à Maya une dure leçon sur la capacité du monde à la cruauté. Mais le lendemain lui a appris quelque chose de plus important, qu'elle a une mère qui se battra toujours pour elle, qui ne privilégiera jamais le maintien de la paix par rapport à sa sécurité, qui brûlera les systèmes toxiques plutôt que de les laisser brûler son enfant. Et c'est une leçon qui vaut chaque réunion de famille gênante à laquelle je n'assisterai jamais, chaque relation que je ne réparerai jamais, et chaque pont que j'ai brûlé pour la garder en sécurité et aimer.